Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perrault. Et bonjour à tous, bonjour tout le monde, c'est reparti pour une émission spéciale. Salut l'ami Jean-Luc. Bonjour Dame Laurence et bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs. On peut faire un petit coucou à tous ces gens du Nord qui nous ont appréciés, qui nous ont accueillis cette semaine de façon exceptionnelle. Ils nous ont fait bien grossir, merci beaucoup. On a eu la chance d'aller tester des voitures sur les jolies routes du Nord-Pas-de-Calais, de la région Hauts-de-France, dont on parle assez rarement et c'est dommage. Et c'était un bonheur, et un bonheur culinaire également. Autre bonheur, jusqu'à 13h, c'est le programme de notre émission. Exactement. Alors avant de démarrer, je sais par quoi on va démarrer. On va parler de un petit événement qui a lieu à Moulins cette semaine. Non, la semaine prochaine, chouchou. C'est à la semaine prochaine. Ça commence jeudi. Toutes les semaines, je me trompe en ce moment avec les dates. Il y a un truc, il va falloir que je me fasse psychanalyser sur ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y aura le salon des dépanneurs la semaine prochaine à Moulins. Mais la fête du dépannage. Oui. Alors, on n'en a pas besoin de dépannage à Sud Radio puisque on a atteint le mois dernier un record historique avec 4,3 millions d'écoutes digitales. Donc on vous remercie tous puisque c'est grâce à vous que Sud Radio devient une très grande radio nationale. Exactement. C'est pas que pour le sud de la France, on va le répéter. Et alors pour ceux, par exemple, votre maman qui se dit mais c'est quoi une écoute digitale? C'est tout ce que l'on peut réécouter sur les applications, les sites internet, les réseaux sociaux, etc. Sur la chaîne YouTube de Sud Radio qui a dépassé les 900 000 abonnés. Voilà. À tous. Allez, on va évidemment aussi parler du beau programme. Alors là, vous me touchez en plein cœur, l'ami Jean-Luc, parce que dans Classic Car, on va fêter l'anniversaire d'une voiture que mon grand-père avait. Ah, j'ai cru que c'était votre anniversaire, les 90 ans de la Citroën Traction. Voilà, une voiture qui a révolutionné l'automobile. On vous expliquera pourquoi. Je pense que même les fanas de la Traction vont apprendre des choses. On va parler Mustang également, puisque vous êtes toujours aussi passionné de voitures de collecte. La semaine dernière, on vous a promis qu'il y aurait un rassemblement incroyable de Mustang en ce moment. Donc, on va aller retrouver notre Tintin reporter qui est sur place. Alors, c'est pas le fameux Tintin reporter de d'habitude, parce que lui, il sera la semaine Dominique prochaine. S. Non, c'est même pas Dominique S. Alors Dominique S, il est sur place. Mais oui. Il est sur place parce que j'ai vu une photo sur les réseaux sociaux hier soir où il était sur place. Mais c'est pas lui qu'on aura. Voilà. D'accord, ok. C'est un Thierry. Bon, ça. Ah, ok, on en parlera en détail. On va aussi vous faire des économies si vous voulez avoir un boîtier éthanol, mais vous voulez pas l'acheter. Vous voulez pas l'acheter, c'est trop cher. Ben, on va vous proposer de le louer. Biomotors a proposé a présenté cette semaine une nouvelle offre pour pouvoir rouler à l'éthanol. On loue et sans engagement. C'est-à-dire vous louez un mois, puis si ça vous plaît pas, vous changez. Vous le rendez. Ouais, ça va pas être pratique de le monter et le démonter cette histoire. On parlera pneus de voitures américaines. Oui, puisqu'on va parler Mustang, donc on va parler des pneus de voitures américaines. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les pneus de voitures américaines? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? Bon, on sait qu'une voiture américaine, c'est un peu encombrant, c'est un peu lourd, c'est un peu puissant, donc on se doute que les pneus doivent être adaptés. C'est une question existentielle, j'avoue, et je suis contente de la poser aujourd'hui dans On parle auto. Et puis vous êtes avec nous, bien sûr, au 0800 26. Le dernier rendez-vous, Laurence, 300. Il faut absolument parler. Voilà, parce qu'on a Gilles Le Borgne avec nous, vice-président de Renault en charge de l'ingénierie. Il est invité parce que vous savez que Sud Radio est partenaire du Grand Prix ACF Autotech. On parlera des 6 finalistes et surtout on évoquera en même temps l'avenir de Renault avec peut-être quelques secrets à la clé. À suivre et à rester avec nous jusqu'à 13h. Vous êtes déjà nombreux sur la page Facebook de Sud Radio. Philippe nous dit bonjour à vous deux. Stéphane, coucou les loulous. Christophe, bonjour Laurence et Jean-Luc. Voilà, vous continuez à arriver sur la page Facebook de Sud Radio. Vous pouvez échanger entre vous. Aude vous accueille au standard au 0826 300 300 si vous voulez aussi poser vos questions ou réagir. Et c'est Julien qui réalise cette émission. Allez, c'est parti avec vous jusqu'à 13h. Et on va parler dépannage. Ah ben il veut pas. Bon, je sais pas ce qu'elle a la machine. Alors comme on a des dépanneurs, on va leur demander de dépanner la machine. Allez, on va parler de ce grand salon, la fête du dépannage. Je vais avoir d'ailleurs le plaisir de l'animer et de l'accompagner. C'est un vrai bonheur pour moi. On va accueillir nos deux invités. Il s'agit de Luc Le Baron, qui est lui aussi garagiste, dépanneur, président fier d'être dépanneur. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Bonjour Jean-Luc. Et nous avons aussi Sylvain Cantrel, qui est dépanneur, président chez Mobiliance du métier des dépanneurs. Ouais. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Bon, on est heureux de les recevoir. D'habitude, en général, quand on voit un dépanneur, c'est pas dans des bonnes conditions. Hein. Soit on est en panne, soit on a un accident. On a rarement le sourire et on vous prend pas dans les bras en général quand vous arrivez. Si, parce que quelque part vous êtes des sauveurs. Ouais, quand même. Si, les gens sont contents de nous avoir. Ah ouais, c'est un métier utile. Parce que ça les rassure et puis
ils sont contents d'avoir quelqu'un qui va les mettre en sécurité et puis qui va les sortir de l'endroit un petit peu périlleux de l'ornière. Voilà. Ça représente quoi le métier du dépannage en France? C'est quelque chose d'important? Combien de personnes, combien de dépanneuses? Sylvain Cantrel. C'est 5000 entreprises qui pratiquent le dépannage de façon traditionnelle, c'est-à-dire de façon unique, activité principale ou activité annexe. Avec un garage à côté. Voilà, des entreprises, des concessions, des garages, des carrossiers qui font cette activité, mais il y a aussi des dépanneurs qui ne font que ça, des entreprises qui se sont complètement spécialisées. Alors là, on a 2 représentations régionales. Vous êtes du côté de Rouen? Oui, en Normandie, enfin plus généralement en Normandie, oui. Et Sylvain, Luc? Moi, je suis dans le 91. Voilà, Île-de-France. Oui, Île-de-France. Ouais. Est-ce que c'est un métier qui a évolué? Parce que quand j'étais petit, il y avait déjà des dépanneuses et j'ai le sentiment que c'est toujours des dépanneuses, quoi. Ah non, c'est un métier qui a énormément évolué. Enfin, juste à voir le type de véhicule qu'on utilise aujourd'hui, les arrêtés qui définissent les conditions de mise en circulation de nos véhicules datent de 1975. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. D'ailleurs, le ministère des Transports est en train de travailler avec nous sur une évolution du texte parce que les machines qu'on utilise ont fortement évolué, notamment dans le domaine du dépannage poids lourd. On remorque maintenant des véhicules, on relève des véhicules avec des engins qui sont au top de la modernité. Ouais. C'est vrai que tracter un camion qui fait 40 tonnes, c'est pas comme tracter un camion qui, il y a 40 ans... Dans le garage de Luc, tu as toujours... Pardon, oui, enfin, vous êtes un ami, Luc, on va pas se cacher. Non. En gros, tu as un vieux camion qui appartenait à ton grand-père. Ouais, j'ai un vieux Dodge qui a fait le débarquement. Il doit être de 1944, je crois. C'est excellent. Il y a beaucoup de dépanneuses, d'ailleurs, à l'époque. Moi, on va revenir quand j'étais petit, il y avait beaucoup de dépanneuses, c'était des GMC, c'était des Dodge. Les premières dépanneuses, je crois. C'était des camions américains. Ouais. Il y aura un petit défilé d'ailleurs. Il va y avoir ce genre de camion là. Une grosse parade. Il y en a une partie. On pensait en avoir un peu plus, mais il y en a quelques-uns, qui vont arriver. Peut-être qu'ils sont en panne, non? Non, je pense pas. Mais non, il y en a. Il y a quelqu'un qui doit venir normalement avec un War de la France, qui est un ancien camion de l'armée américaine qui servait à dépanner les chars à l'époque. Qui est ma première dépanneuse poids lourd, que j'ai toujours d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est bien. Mais c'est vrai que les premières dépanneuses, c'était beaucoup des véhicules de surplus américains. Parlons du salon, si vous le voulez bien, parce qu'on est en 2024 et c'est un grand rendez-vous pour les professionnels. C'est un salon dit professionnel. Ça va commencer jeudi prochain. Il va y avoir des conférences, on va retrouver toute la profession. Comment s'organise un tel rendez-vous? Parce que, Jean-Luc, tous les dépanneurs viennent de la France entière. Moi, j'ai vu un petit peu, j'ai suivi. Ça veut dire qu'il ne faut pas tomber en panne la semaine prochaine, si, c'est ça même, que vous êtes en train de nous dire. Il en reste un petit peu dans les garages, dans les petits coins, on en laisse. Les grands rendez-vous, Sylvain Cantrel, pourquoi un salon du dépannage? Alors, un salon du dépannage parce que ça permet à toute la profession de se retrouver. On parlait de l'évolution de notre métier. Le dépannage aujourd'hui s'inscrit dans une chaîne de mobilité. C'est-à-dire qu'à une époque, vous tombiez en panne avec votre véhicule, l'intérêt c'était de repartir avec votre véhicule. On avait des véhicules qui étaient plus facilement dépannables qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est-à-dire que vous avez prépayé une intervention auprès de votre assurance qui l'a sous-traité à une assistance. L'assistance la sous-traite à un dépanneur. Donc, il faut que tous ces gens puissent se retrouver, puissent communiquer et puissent faire avancer complètement l'évolution de notre métier. D'où l'intérêt de se retrouver tous ensemble. Alors, jusqu'à aujourd'hui, on avait 2 grandes manifestations qui étaient la manifestation qu'organise Luc, Fier d'être dépanneur, où il y avait une concentration et un défilé de véhicules. C'était principalement nos compagnons qui venaient s'occuper faire voir leur véhicule et puis se réunir. Et puis on avait un salon plus, j'allais dire, un peu plus politique où on restituait les travaux, nos travaux auprès des pouvoirs publics qui font évoluer les choses au sein de notre métier. On a voulu faire un grand rassemblement, une grande fête où on fait cette partie restitution de nos travaux et la partie un peu institutionnelle, et puis derrière ça, finir par un grand défilé, une grande fête, de façon à pouvoir communier tous ensemble entre les chefs d'entreprise, les conducteurs de dépanneuses qui sont des passionnés, qui sont des gens qui aiment ce qu'ils font et des gens dont on a besoin. Parce que vous parliez tout à l'heure d'une panne et que les clients n'aimaient pas nous voir. Je peux vous assurer que le fait de tomber en panne sur l'autoroute, ça peut être anxiogène, ça l'est d'ailleurs. Oui. Et quand on arrive avec nos véhicules, qui sont des véhicules modernes, qui sont des véhicules contrôlés, qui sont des véhicules qui ont évolué, notre métier a évolué, les conditions d'accès des marchés autoroutiers, par exemple, pour ne parler que de cela, ont fortement évolué. Donc on arrive avec des conditions d'évacuation et d'enlèvement qui font que les gens sont plutôt satisfaits de nous voir arriver.
Ce qui est important aussi de préciser, c'est que ce salon du dépannage, nous, quand on tombe en panne, on a affaire au dépanneur, mais le dépanneur, c'est toute une structure, c'est tout un univers, c'est un maillage de métiers, les assistances, les camions, enfin, je veux dire, les constructeurs. Il y a vraiment plusieurs métiers dans le dépannage. Il n'y a pas que simplement que le dépanneur qui arrive avec son porte. Non, c'est raison pour laquelle c'est le salon est l'opportunité que tout le monde se rencontre et que tout le monde échange autour de ça, de façon à faire évoluer ce métier, et puis de façon à se tenir au courant aussi des différentes évolutions. Alors, il y a une chose qu'il faut marquer, c'est que la plupart de nos véhicules sont des véhicules pour lesquels on achète des châssis, mais la transformation par des carrossiers constructeurs en majeure partie est faite sur le territoire français. Donc c'est une vraie plus-value de l'industrie autour de ça. Alors il y a bien sûr quelques carrossiers qui viennent de l'étranger, mais on a principalement des carrossiers français. On a un leader en Europe qui est français, et c'est intéressant de voir. Alors ces gens-là sont à notre écoute pour faire évoluer les produits, et puis ils nous présentent aussi des solutions. Donc c'est un travail commun. Vraiment. C'est vraiment dans l'évolution des produits, l'arrivée des voitures électriques, ça a changé quelque chose pour vous dans le dépannage ou pas? Il y a une conférence d'ailleurs sur comment dépanner une voiture électrique qui est prévue la semaine prochaine. Alors, deux choses par rapport à ça. Le fait d'enlever un véhicule, ça on sait faire. Après, on est un petit peu sur une phase transitoire en termes de stockage de véhicules. On entend parler de sinistres, d'incendies, des véhicules, etc., etc. Alors, on a des formations dédiées pour nos compagnons, notamment le B2XL, qui leur permet d'intervenir sur les véhicules en toute sécurité. C'est quoi le B2XL? Le B2, c'est une formation spécifique pour que mettre en sécurité une voiture, en fait. Voilà, qu'un compagnon mécanicien puisse intervenir sur le véhicule sans se mettre en danger et sans mettre en danger les passagers du véhicule. Donc ça, c'est une partie relativement importante. Et puis après, une fois qu'on a enlevé le véhicule, alors c'est de savoir intervenir dessus, si toutefois on peut le faire, mais c'est aussi de pouvoir pérenniser le stockage du véhicule derrière quand il faut l'évacuer sur un accident, sur un début d'incendie ou autre. C'est extrêmement passionnant ce métier. Bah, moi je le découvre de plus en plus. Je voudrais parler avec Luc aussi parce que, excuse-moi mon loulou, mais c'est parce que Fier d'être dépanneur organise, je pense qu'il faut quand même ne pas le passer à côté, aussi ce salon, aussi pour une association. Enfin, c'est une association, Fier d'être dépanneur, qui est très humaniste et qui aide beaucoup. Je voudrais que tu en parles aussi parce que je voudrais pas que tu t'en déchires. Ouais, on fait justement, on a fait à l'origine ce défilé pour rassembler un peu tous les dépanneurs et tous les montrer la passion. Un défilé de dépanneuses. Ouais, un défilé de dépanneuses, et on voulait pas que se rassembler pour rien en fait. On voulait se rassembler et que ce rassemblement de passionnés serve à quelque chose. Donc on a cherché. Bon, le premier événement qui venait, la première fois qu'on a fait le défilé, c'était le Téléthon. Et ainsi de suite. Et depuis, tous les ans, on défend une cause. Alors, on a fait le cancer de l'enfant, on a fait l'association pour les maladies du foie des enfants. Là, cette année, on va défendre le Autisme France, qui est une association qui est reconnue d'utilité publique et qui regroupe environ 10 000 familles. Et qui est là pour se battre pour défendre les droits des autistes, etc. Donc il y a un but un peu caritatif. On va récolter des fonds et on remettra des fonds à Autisme France sûrement début juin sur Paris. Et l'année prochaine, l'Aston Martin de Jean-Luc Moreau. Voilà, exactement. Ça chose de très caritatif. Exactement. On va faire une bonne action. On a plein de messages parce que vous le saviez déjà, mais vous avez tous les deux un métier, et tous ceux qui font dans le dépannage que les gens adorent. Stéphane qui dit: je voudrais féliciter les régulateurs des assistances qui font un boulot remarquable pour assurer les clients et organiser dépannage et rapatriement. Merci à eux. Les dépanneurs ne sont pas forcément mécaniciens, certes, mais quand même beaucoup ont un peu la patte. On a aussi comment il s'appelle là, je vais retrouver le prénom, mais qui parle de ce qui se passe en ce moment avec la problématique des escrocs sur la route. Les dépanneurs pirates, oui. Les dépanneurs pirates. Et encore un petit message, j'ai un super souvenir d'un événement des dépanneurs organisé par Monsieur Le Baron à Montgeron. Ils étaient vraiment très sympas, c'était impressionnant de voir tous ces véhicules. Ouais, c'est vrai. Donc la France entière vous connaît, messieurs. Alors je voulais juste revenir sur rapidement, parce que là on est bientôt fini. Sur l'organisation avec les enfants autistes. On va remettre des prix, et les prix qui vont être mis sont fabriqués par les enfants autistes. Oui, c'est les awards. Pour les awards, il y aura un prix qui sera remis et qui a été fait par une association d'enfants autistes, mais c'est magnifique. Ils font des tableaux qui sont superbes. Alors les awards, meilleur camion de l'année, meilleur constructeur, meilleur dépanneur, non, personnalité de l'année, il y en a plusieurs, meilleure assistante, meilleur logiciel de gestion, enfin c'est un métier qui est assez énorme. Oui, il y a plein de gens autour de nous, et on travaille avec plein de fournisseurs qui sont autant passionnés que nous en fait.
Voilà. Bon, ça aura passionné tous ceux qui roulent avec des PureTech puisqu'ils vont avoir affaire à des dépanneurs. On les aime bien. Allez, puis j'aurai le plaisir, moi, de vous accompagner. Rendez-vous à Moulins à partir de jeudi prochain, jeudi, vendredi, samedi. Allez, c'est parti. Grande fête du dépannage avec une parade dans les rues de Moulins. Tout le monde peut venir, il n'y a pas forcément que les dépanneurs, les gens... oui, c'est ouvert au grand public. C'est ouvert au grand public si les gens veulent découvrir le métier ou des jeunes qui veulent... Oui, parce qu'il y a aussi de la formation qui est présentée. Il y a la formation qui sera présentée, donc si les jeunes veulent venir, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils viennent nous voir, et c'est un métier de passion. À Moulins dans l'Allier, et moi j'y serai pour nous deux, mon Jean-Luc. Parce qu'on parle auto et on parle dépanneur. Jean-Luc est invité aussi, il peut venir s'il veut. Ouais, je sais pas si je vais aller dans l'Allier parce qu'on me dit que je suis fou, alors fou allié, ça va être un peu... voilà. Allez, merci messieurs, bonne fin de préparation. Merci. Une pause et puis dans quelques instants, on vous accueille au 0826 300 300 pour poser votre question sur Sud Radio. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et puisqu'on parle auto, restez avec nous parce que l'ami Jean-Luc va prendre le volant d'une Smart #3 Brabus dans quelques minutes. Mais tout de suite, on accueille Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour. Je suis contente de vous avoir tous les deux, vous me faites trop rire. C'est cool. Mais au moins on sert à quelque chose, c'est génial, à donner du sourire. On apprend plein de choses, donc c'est super. Ça c'est Jean-Luc. Alors, je vous ai appelé, oui, mais tous les deux. Je vous appelais parce que voilà, en 2002, j'ai eu la chance d'avoir un Suzuki Jimny 9 et c'était un modèle essence. Je l'ai gardé pendant 12-13 ans. J'ai fait 250 000 km au compteur et franchement, il grimpait au cocotier. J'adorais cette bagnole. Alors... Et je m'en suis séparée parce qu'il avait juste un petit souci. Il y a une pièce en dessous qui était cassée et il fallait faire venir la pièce du Japon. Enfin bon, bref. Et puis après, j'ai eu peur qu'il y ait d'autres problèmes, donc je ne l'ai pas gardé. Et aujourd'hui, vous voulez revenir en arrière, vous vous dites je vais en racheter un. Bah oui, alors d'occasion, parce que forcément, j'ai pas de budget pour faire autrement. Ouais, puis vous savez, il y a un nouveau Jimny qui est sorti, mais alors d'occasion, c'est juste un truc incroyable. Parce que quand le Jimny est sorti, il a une gueule de petit Jeep. Alors il est beaucoup plus, par rapport à celui que vous connaissez, il est beaucoup plus efficace sur la route, il est beaucoup plus confortable, il est un peu plus grand, mais il garde une bouille très sympa. Quand il est sorti, il était en 4 places. Il y en a eu très peu de vendus. Moi, à l'époque, sur une autre radio, d'ailleurs, on va vous raconter notre vie. On était cette semaine avec Laurence. Ah oui, c'était trop bien. L'un après l'autre, on était à une présentation Suzuki et j'en reparlais avec le patron de Suzuki. Je lui disais, à l'époque, les auditeurs, je leur ai permis d'avoir cette voiture que personne n'arrivait à avoir et qui aujourd'hui se vend une fortune en occasion parce que il y en a pas. Et le nouveau, il est vendu qu'en utilitaire de place parce qu'il prend un tel. On est dans la stupidité de la réglementation française. Cette petite voiture qui n'a pas été conçue pour abaisser artificiellement les émissions de CO2 prend un malus maxi, c'est-à-dire que un Jimny aujourd'hui, je sais pas combien il faudrait le calculer, c'est la voiture coûterait 25 000 euros et le malus ça serait 40 000 euros. Donc c'est complètement ridicule. Donc aujourd'hui il est vendu en 2 places. En utilitaire pour pas avoir le malus, mais ceux qui ont des 4 places, ils les vendent plus cher que ce qu'ils les ont payé à l'époque. Ça vaut une fortune. Ça vaut 35 000 euros aujourd'hui un Jimny d'occasion en 4 places. Ah la vache. Non, mais c'est un truc de dingue. Alors, le tout premier Jimny, première génération, tiens, je vous raconte encore ma vie, je l'avais essayé sur les bords du Loch Ness. Et à l'époque, je travaillais pour Turbo, j'avais fait un sujet où c'était, ça y est, on a retrouvé le monstre du Loch Ness et c'était le Jimny et c'était assez sympa. Bon, c'est un petit 4x4 vraiment attachant. Vous avez vu que sur la route, c'est pas le grand confort. Non, mais en plus, moi, je l'avais pris à l'époque en cabriolet, je m'éclatais, il y avait un bruit d'enfer, mais moi, je m'éclatais complètement avec ça, et quand vous m'avez dit, ça grimpe aux arbres, mais vous faisiez du tout-terrain avec ou pas? Oui. Ah oui. Comme une malade. Ah ouais, alors c'est vrai que ça grimpe aux arbres. C'est vrai que... J'adore. Ouais, ça grimpe aux arbres. Et puis alors, pour vous rassurer, le moteur là-dessus, il est à la fois rugueux, bruyant, il est pas très puissant, bon, ça fait 80 chevaux, ça consomme quand même pas mal, mais c'est indestructible. Voilà. C'est une belle marque Suzuki, on va pas en faire 3 tonnes. Donc vous pouvez aujourd'hui, alors j'ai regardé un peu sur internet, entre 6 000 et 8 000 euros, on trouve des modèles avec des kilométrages qui sont pas hallucinants. Pourquoi ? Du type 120 000, 130 000 km, même j'en ai vu à 80 000 km, donc autant dire qu'ils sont tout juste rodés, parce que là le vôtre vous l'aviez emmené à 250 000, mais ça peut faire beaucoup plus que ça.
Donc c'est inusable. Et pourquoi ils n'ont pas beaucoup de kilomètres ? Parce que, comme je vous l'ai dit, sur la route, ça avance pas vite, hein, ça roule à 130 km/h, et puis c'est pas super confort, ça fait du bruit, donc on fait pas des longs trajets avec. Donc ceux qui ont des Jimny, alors vous faisiez des longs trajets avec. Des longs trajets avec, et puis franchement, il n'était pas si dur que ça. Hein. Enfin, moi, il me coulait bien. Non, mais c'est parce que vous êtes encore jeune, Viviane, c'est pour ça. Tout se tient chez vous. Tout se tient bien. Non, mais alors moi, je peux que vous encourager. Si vous connaissez la voiture, parce que le bémol pour moi, c'était les gens qui trouvent la bouille sympa du Jimny, ils montent dedans. Enfin, je parle de l'ancienne génération, qui montent dedans et qui conduisent cette voiture. Bon, c'est vrai que les qualités routières, c'est pas au niveau des véhicules actuels, le confort non plus. Ça fait du bruit, ça consomme 11 litres au 100 pour une toute petite voiture. Ça, par contre, de 3,63 m de long, donc on se dit oulala. Mais vous connaissez, donc si vous connaissez et que vous acceptez ses défauts, reprenez un Jimny, vraiment. Si vous faites du tout-terrain avec, c'est vrai que c'est super marrant. C'est comme une Lada Niva. Aujourd'hui, des Lada Niva, on en voit presque plus. Alors pour faire de la route, c'est une tannée, hein, mais si vous faites du tout-terrain, par contre, c'est un engin très efficace. Et là, c'est la même chose. C'est cool. Allez. Ouais. Alors, si votre souci, pour en reprendre un, c'était la fiabilité, vous pouvez vous mettre un bandeau sur les yeux puis y aller. Il n'y a pas de problème. D'accord, parce que je m'étais dit que j'avais peut-être eu de la chance ou quoi. Non, c'est très très fiable. Et vous savez quoi, c'est difficile d'en trouver un en dessous de 10 000. Moi, j'en trouve pas dans le coin. Vous êtes où vous êtes dans quel coin? Dans les Alpes-Maritimes. Déménager. Déménager. C'est ça. Non, mais il faut le trouver ailleurs et prendre un TGV pour aller le chercher, quoi. Oui, exactement. Ah oui, c'est vrai. Peut-être que oui. Oui. Vous regardez sur le site Le Bon Truc, là, il y en a plein. Oui, c'est ce que je fais. Ouais. Bon, d'accord. Mais ne soyez pas inquiétés par le kilométrage. Ouais. Et donc pas l'année non plus, 2002-2005, ça c'était... Voilà. Bon, alors évitez le diesel, c'est un diesel Renault, ça marche mieux, c'est le paradoxe, c'est qu'il marche mieux, il consomme beaucoup moins. Mais alors si la fiabilité est votre critère numéro 1, ce sera non. Voilà. Même si les diesels de l'époque étaient plus fiables. Essence. Viviane, on vous embrasse, gardez le sourire que vous avez dans votre voix, c'est communicatif et ça fait un bien fou. C'est gentil, merci beaucoup. Merci Viviane. On vous embrasse. Au revoir. Salut Viviane. Allez, à suivre, ce sera l'essai de la semaine et juste après, on va vous proposer de louer votre boîtier E85. Vous verrez, c'est plutôt pas si bête que ça. À tout de suite. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et vous êtes plus de 4,3 millions à avoir écouté la Sud Radio sur tous les supports digitaux. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pourquoi je vous en parle? Parce que sur YouTube, vous êtes aussi de plus en plus nombreux et que vous retrouvez toutes les semaines l'essai de la semaine by Jean-Luc M de Paris et qui vous promet de bien découvrir une voiture. Et là, cette voiture, ça va être la fameuse Smart #3 Brabus. Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant. Présente Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Alors la Smart #3 Brabus, donc on va voir quelques images sur la page Facebook de Sud Radio. On avait déjà essayé la Smart #3, là on essaye la version Brabus, c'est la version, alors c'est 100% électrique, survitaminée par l'adjonction d'un deuxième moteur. Même la couleur, Ouais, c'est un SUV compact, elle est orange, c'est parce que comme elle va vite, c'est une orange pressée. Donc on rappelle que Smart c'est Geely, donc une boîte chinoise plus Mercedes, voilà, c'est 50-50. Un design donc qui est signé Mercedes. C'est pour ça que ça ressemble à une Mercedes. Moi je trouve ça plutôt élégant. On le ressent surtout à l'arrière, ce design Mercedes avec une poupe qui évoque les modèles à l'étoile. Une ligne fluide avec des dimensions généreuses pour la catégorie, 4,40 m. Il y a de légères différences au niveau de la carrosserie avec la version standard sur cette Brabus. Par exemple, on a une fausse prise d'air sur le capot. Bon, c'est juste pour faire beau. On a un bouclier qui est différent à l'avant. Et puis surtout, on a des grandes roues avec des jantes de 20 pouces qui sont chaussés de pneus Michelin Pilot Sport 4. Ça a une importance parce que c'est des pneus très sportifs. Vous allez voir, c'est nécessaire parce que l'adjonction d'un deuxième moteur, ça fait passer la puissance totale. Alors on est en 4 roues motrices, un moteur à l'avant, un moteur à l'arrière, 428 chevaux, 543 Nm de couple, c'est juste
énorme. Alors, pas de changement au niveau du volume du coffre, toujours 370 litres, malgré l'arrivée d'un deuxième moteur, avec un empattement qui est un peu plus long que sur la Smart #1 qu'on avait essayé. L'espace arrière est généreux. Sur la version Brabus, on a une sellerie en microfibre qui est très douce au toucher. On peut se coucher puis faire dodo, c'est très doux. Une petite touche de sportivité aussi, parce qu'on a les ceintures de sécurité qui sont rouges. Et puis, on a un toit vitré panoramique en série qui donne cette impression d'espace à bord. C'est très agréable. Les sièges avant sont enveloppants. Vous allez voir que c'est nécessaire. Et puis, confortable sur cette version. Le volant est aussi en Alcantara. La planche de bord, c'est la même que celle sur des autres Smart #1 et #3. Moi, j'y trouve une inspiration Apple. C'est plutôt positif. C'est élégant. C'est pas trop minimaliste, comme sur de nombreux véhicules électriques. On a par exemple des compteurs derrière le volant et puis un affichage tête haute. Ça évite de quitter la route des yeux pour voir la vitesse. Le grand écran central, il est réactif. Les menus sont un peu fouillis, hein, il faudra tout bien ranger, messieurs de Smart. On se console avec un petit avatar qui est présent sur la droite de l'écran. C'est un guépard. Alors c'est sans doute un petit clin d'œil aux performances de la voiture. Les performances de la voiture, on va maintenir le suspense. Alors déjà, on va parler de la suspension, qui est un peu plus ferme que sur la #3 que j'avais essayé précédemment. C'est lié à la vitesse ou à sa puissance? C'est lié à la puissance. Hein. Alors c'est pas inconfortable et c'est de toute façon justifié par la cavalerie exceptionnelle. Hein. 0 à 100, je vous donne le chiffre, 3 secondes 7. La Ferrari F40 qui me faisait rêver dans mon enfance, c'était 4 secondes 1. C'est presque un escargot malade à côté. Et puis il y a un mode Brabus. Vous appuyez sur le mode Brabus et là vous êtes vraiment collé au siège. Avec les 4 roues motrices en plus et les trains roulants qui ont été revus, on maîtrise parfaitement la puissance. On n'a jamais la sensation que c'est la voiture qui va conduire à votre place. C'est quoi le mode Brabus à part un empereur romain? Le mode Brabus, c'est une Smart Brabus, donc on met plutôt que de mettre le mode sport, on met le mode Brabus. Exactement, voilà. Alors, attention, c'est pas une voiture de sport justement, hein, mais malgré les 1900 kilos, on peut adopter un rythme très élevé dans les virages. La bonne surprise, c'est la consommation. Sur route, à bon rythme, j'ai fait 16,9 kWh au 100, c'est bien. Hein. En parcours mixte, 20 kWh au 100. On a une batterie qui est pas énorme, 66 kWh. On n'atteint pas les 415 km qui sont revendiqués par Smart, mais on peut tabler sur 350 km, c'est plutôt bien. Autre bonne surprise, les capacités de recharge, 22 kW en courant alternatif, 150 kW en courant continu, on pourra refaire le plein donc en moins d'une demi-heure sur une borne rapide. Et surtout, le truc absolument incroyable, c'est des performances de dingue, une voiture qui est bien finie, bien construite, je peux pas vous dire plaisante à conduire, on prend un pied monumental quand on est au volant. D'où votre surnom de Bigfoot. Ouais, c'est ça. Pour 49 815 €. Et en plus, il n'y a pas d'option. Parce qu'il y a des voitures allemandes, pour 49 815 €, vous avez la base, et après, il faut rajouter les roues, le volant, le moteur, enfin tout. Non, mais c'est vrai que là, il y a pas d'option. Et je vais vous le dire, honnêtement, je pense que c'est même peut-être mieux qu'une Tesla. C'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Je trouvais qu'ils allaient sur le chemin de Tesla. Ils vont chercher la concurrence. C'est plus original. Vous avez tourné ça où, monsieur l'Insolent? Dans le massif de la Sainte-Victoire. C'était super joli. Hein. Puis voilà. J'ai bien aimé le plan avec les vignes derrière. Amis vignerons, on vous embrasse. Alors, en gros, vous l'aimez bien? Ah oui, c'est top. Ah, c'est top. Il n'y a pas d'autre mot, c'est top. Okay. Et je préfère la version Brabus à la version standard, parce que là, elle est certes un peu plus ferme, mais c'est justifié, et je trouve que le comportement est plus équilibré que la version standard, et pour la différence de prix, vous allez humilier toutes les Porsche et les Ferrari au feu rouge, rien que ça, déjà, ça vaut le coup. Puis elle est jolie, même l'intérieur, je la trouve jolie. Et puis en orange, j'aime bien aussi. Ouais, j'aime beaucoup. Allez, merci beaucoup. Vous retrouvez, vous avez suivi des extraits sur la page Facebook de Sud Radio, et vous retrouvez tout, vous le savez, sur la page YouTube de Sud Radio. Il y a plus de 10 minutes de vidéo, c'est un vrai bonheur, et c'est piloté par l'ami Jean-Luc. Sud Radio, on parle auto et on prend le volant. Avec Biomotors, agissez pour la planète en roulant au superéthanol et économisez jusqu'à 50% sur votre carburant.
Rendez-vous sur biomotors.fr. Et je vous rappelle qu'avant la fin de l'émission, nous allons recevoir Gilles Le Borgne, qui est vice-président de Renault en charge de l'ingénierie, qui est notre invité exceptionnel. Il sera là pour parler de Renault, mais aussi pour parler du Grand Prix ACF Autotech. Mais tout de suite, on va parler de votre moteur, si vous avez envie de lui mettre un petit boîtier E85. Back to Car, première marque de pièces auto recyclées et garantie à vie, vous présente Sud Radio, on parle auto et d'environnement. Et nous accueillons Alexis Landrieux, qui est gérant de Biomotors. Bonjour Alexis. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc, j'espère que vous allez bien et bonjour à tous. Bonjour Alexis. Ça va bien. Alors on va parler alcool, mais Laurence, elle est habituée. Non, avec modération, jamais un verre de plus que l'autre. Non, mais justement pas avec modération là, parce que vous avez fait une petite... Après, on va parler de l'offre commerciale que développe Biomotors et que vous avez présentée cette semaine, mais avant ça, vous avez fait une petite enquête et on se rend compte que finalement, les Français, non seulement ils connaissent bien le bioéthanol, mais... Il l'apprécie pour ses qualités environnementales et économiques. Oui, tout à fait. On a fait une petite étude de marché. On s'est rendu compte que 76% des Français connaissaient à présent le bioéthanol. Pour 81%, ils reconnaissent l'avantage économique. Et en termes d'importance, en tous les cas, et la confiance sur l'éthanol, on est également à plus de 66% à penser que le tarif, notamment, va rester là, ce qu'il est actuellement, c'est à 87 centimes seulement. Ouais, vous devez brûler un cierge tous les jours parce que l'éthanol, moi j'en ai à côté de chez moi, ça bouge pas, alors que le litre de super, ils vont manquer de panneaux pour l'affichage si ça continue. On est à 2 €, j'en ai même vu à 2,35 € sur l'autoroute. Oui, mais 2,35 € quand même. C'est des voleurs. Voilà, donc on est moitié moins cher pour le superéthanol 85 aujourd'hui en tout cas. On est à combien là ? On est à moins de 90 centimes, c'est ça à peu près. On est 87 centimes, ce qui fait avec la surconsommation 1 € globalement. Donc face à 1,90 €, ça fait presque 1 € d'écart au litre sur votre plein. D'accord. Bon, on a vu, ça devient... alors c'est écologique, on va dire ça, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est surtout économique. Mais les gens n'ont pas forcément les moyens d'installer un boîtier éthanol sur leur véhicule. Et donc vous êtes dit, tiens, on va leur faire une proposition de location, de leasing, c'est quoi ? C'est de la location avec option d'achat ? C'est de la location longue durée ? En fait, on répond justement à cette problématique d'inflation et de pouvoir d'achat, bien évidemment. C'est vrai qu'on le sait, le coût auparavant d'un boîtier tout équipé, c'était environ les 1 000 €, ce qui provoquait, quand on le disait à quelqu'un, c'est super bien, mais 1 000 €, ah oui quand même. Alors ça oui quand même, évidemment, on le comprend. C'est vrai que si vous faites 4 pleins par mois, vous allez économiser jusqu'à 2 400 € par an. Évidemment, il n'y a pas de sujet. Moins 1 000 €. Moins 1 000 € d'installation. Oui, mais la première année. Oui, la première année. C'est ça, la première année. Mais après, il y a aussi le fait de, est-ce que je vais garder ma voiture ? Est-ce que finalement, je ne fais peut-être qu'un ou deux pleins par mois, ce qui est aussi le télétravail, qui est devenu un petit peu important. Et tout ça est un changement un peu de phénomène de société, et donc à nous de répondre avec effectivement, notamment cette mise à disposition du boîtier, c'est-à-dire on s'engage pour vous, pas d'engagement, on le met sur le véhicule comme une box internet, vous payez tous les mois seulement 39 €, et ça vous permet d'économiser tout de suite sans investir. D'accord. C'est-à-dire, en fait, vous louez le boîtier. Alors déjà, il faut que je vérifie si mon véhicule peut être équipé d'un boîtier. Donc ça, on va sur le site Biomotors pour les véhicules éligibles. Voilà. Une fois que j'ai vu qu'il était éligible, qu'est-ce que je fais ? Je prends contact avec vous, je vais chez l'installateur. Comment ça se passe ? C'est ça, tout à fait. Alors, soit vous nous appelez, évidemment, et on va vous guider sur les différentes offres disponibles, puisque tout de même, on conserve la possibilité d'acheter son boîtier. À noter que dans l'offre, également, on a ajouté le fait que maintenant, c'est le même prix de boîtier, quel que soit le véhicule. Qu'il ait 3 à 4 cylindres, 6 cylindres, ou qu'il soit direct ou indirect, on a remisé tous les prix et on les a tous mis à un tarif unique, quel que soit votre véhicule. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, évidemment, la possibilité de le louer. Jusqu'au 31 mai, on est à seulement 29 € par mois. Et ça passera à 39 ensuite. On l'a compris, si vous économisez 39 € par plein, finalement, le premier plein paye la mensualité et tous les autres, c'est pour vous. D'accord. Je paye l'installation au départ, comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, ce petit engagement, finalement, dirons-nous, c'est de payer l'installateur. Il faut compter entre 2 à 4 heures pour installer le boîtier, vous le savez. Donc il y aura évidemment juste cette somme à débourser. Qui est de l'ordre de, en moyenne ? On sait que les garages travaillent environ à 80 € de l'heure, donc 80 € pour 2 heures ou 4 heures, ça fera 150 ou 200 €. Ouais. 150 ou 200 €, ouais. D'accord. Ensuite, donc, je paye 39 € par mois, on est d'accord. Et j'ai la carte grise qui va avec aussi.
Oui, bien sûr. Et surtout une garantie illimitée, comme la box Internet, c'est-à-dire que pendant toute la mise à disposition du boîtier, la garantie est valable, et quel que soit le nombre de temps que vous conserverez le boîtier. Oui, comme dit Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, ça va vers la voiture Netflix, le tout abonnement. Ouais. Concrètement, moi, alors, je vais être très honnête, parce qu'on parle vrai, Alexis, sur Sud Radio, je trouve l'idée plutôt judicieuse, mais économiquement, en termes d'argent, est-ce que ça va vraiment être bénéfice pour moi en fait de passer par cette location. Oui, est-ce que vous avez fait des projections voilà. Laurence hésite, essayez de la convaincre. J'hésite. Globalement, en fait, vous allez, par exemple, si vous faites que 2 pleins par mois, ce qui est le cas de 56% des Français, ce qu'on a vu dans l'étude, vous économisez à l'éthanol environ 100 € par mois. Alors 100 € par mois, faut se projeter. Est-ce que je vais garder ma voiture? Est-ce que si j'investis 1 000 € dedans, j'aurai le temps de l'amortir? Peut-être la voiture ne me rend pas de d'ici là, peut-être qu'elle est vieille, peut-être que j'ai envie de changer. Là, c'est justement de répondre à ça, c'est-à-dire que je sais qu'à 39 € par mois, c'est rentable tout de suite. Évidemment, j'économise un petit peu moins, parce que 100 € moins les 39, ça ne fait que 50 ou 70 € tous les mois. Mais c'est mine de rien un petit restaurant qu'on peut, par exemple, se payer sans avoir investi quoi que ce soit. Vous savez parler à Laurence. Non, mais c'est vrai, voilà, c'est en fait le petit truc qui fait que pourquoi pas gagner de toute façon de l'argent tous les mois. Et puis si ma voiture elle tombe en panne ou j'ai pas envie de la garder ou j'ai envie de changer, finalement j'arrête de payer et je retire le boîtier. Et est-ce qu'on peut à un moment, si jamais on est très content, repasser à l'achat complet? C'est-à-dire comme en les lois pour les voitures, décider de racheter le boîtier et puis d'arrêter de payer l'abonnement? Alors, on l'a pas encore envisagé parce que comme vous l'avez comparé avec les voitures, vous le choisissez dès le départ normalement. Soit vous la prenez à la loi, soit en LDD. Ce qui est d'ailleurs possible chez nous aussi. Vous pouvez tout à fait financer votre boîtier au prix comptant et à la fin il vous appartient. Là, on est vraiment sur une offre finalement qui dès le départ, vous le savez, c'est la location, mais ça vous appartiendra jamais. Bon, alors j'ai 2 questions gênantes. La première, il y a encore des départements, des régions qui aident à l'installation. Alors, oui, j'allais dire, il y a encore. Est-ce qu'il y a encore des régions et des départements qui aident à l'installation de boîtiers? Dans ces cas-là, est-ce que c'est déduit à un moment ou à un autre de ce que je vais payer? Et la deuxième question, si je veux pas conserver mon boîtier, est-ce que je paye le démontage? Alors le démontage sera, et on a obligé les installateurs, dirons-nous, qui participent à cette offre pour être compétitive. L'objectif, c'est que le démontage soit 2 fois moins cher que le prix de l'installation. Voilà, faut la brider de manière à ce que ça soit un droit de sortie quand même assez faible. Et puis deuxième question, excusez-moi. La deuxième question, c'était s'il y a des aides, comment elles sont déduites? Parce que on le sait que dans les offres qui existent pour la location d'un véhicule, s'il y a des aides, s'il y a du bonus écologique, il est déduit. Oui. Comment ça fonctionne là? Là, ça sera de la même manière en fait sur la facture que va vous émettre le garage pour l'installation. Sur ce montant-là, vous pourrez faire le bénéfice de l'aide, évidemment, puisque c'est sur l'installation du boîtier. Ça tombe bien, c'est justement la facture que vous aurez de la part du garage. Bon, très bien. Parfait. On a fait un point. Merci Alexis. Les renseignements, Alexis Landrieux, évidemment, c'est sur biomotors.fr. Oui, ou sur l'application Biomotors que vous pouvez télécharger sur mobile. Voilà, fabricant et installateur de boîtiers. Vous avez français. Même l'éthanol est français. Puisque c'est les betteraves du Nord où on était la semaine. Les betteraves ou le blé fourragé. Ou le blé fourragé, exactement. Allez, à suivre, on va vous accueillir. C'est Guillaume qui a fait le 0826 300 300 et qui a eu gentiment Aude qui l'a accueilli au standard de Sud Radio. À tout de suite. Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto. Quelle auto choisir? Et tout de suite, on va accueillir Guillaume qui nous rejoint au 0826 300 300. Si vous nous rejoignez à écouter On parle auto, c'est Guillaume qui va nous dire quel est son besoin. Salut Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Dame Laurence, bonjour Jean-Luc. Comment ça va? Très très bien. Oh, ça s'entend. Allez, on vous écoute. Alors voilà, en fait c'était pour un ami qui cherche un véhicule avec un grand coffre. Parce qu'il a un husky très très grand et il veut le balader partout. On avait regardé le Jogger, mais le problème c'est que, je ne sais pas si vous savez, mais le Jogger n'est plus livré que des produits en stock parce qu'il va être modifié avec les nouvelles états de la conduite. Le concessionnaire nous a dit qu'il n'y en avait pas. On ne sait pas le prix et il n'y en a pas en stock. Donc on s'était orienté vers la C3 Aircross. Mais alors le problème, ma question a évolué puisque dans la semaine, il y a la nouvelle C3 Aircross. C'est ballot parce que quand j'ai vu la question, je me suis dit chouette. Ben oui. Non, parce que vous allez me demander. Attends, chouette quoi? Racontez à nos amis qui nous écoutent. Mais non, parce qu'ils voulaient un C3 Aircross avec un 1,2 litre PureTech. Non. Bon, ça y est, on a tout
tout dit. Ouais. Voilà. Au revoir. Allez. On va vous livrer un vélo. On a des prix, nous, sur les PureTech, mais l'ancienne génération. Et dans la semaine, ils ont présenté la nouvelle génération. Non, mais Guillaume, c'est normal que tout le monde puisse avoir des prix sur les anciens PureTech. Pardon. Oui. Alors oui, l'ancien PureTech, tout le monde va avoir des prix. Ouais. Et d'autant que, alors on connaît pas les prix, parce que Citroën a dévoilé cette semaine le nouveau C3 Aircross. On va replanter le décor. Voilà. La nouvelle C3 a été présentée, il y aura la version électrique, la iC3, qui va arriver à des tarifs défiant toute concurrence, puisque ça sera moins de 25 000 euros. Et Citroën va être positionné désormais comme la marque concurrente de Dacia, donc avec des tarifs qui vont être beaucoup plus agressif que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Donc ce nouveau C3 Aircross qui est présenté, en gros, c'est le concurrent du Duster. Okay. Pour faire simple. Il est un petit peu plus, enfin il est même franchement plus volumineux que celui d'avant. Il faisait 4,15 m celui d'avant, maintenant il fait 4,39 m. Je vais vous dire honnêtement, c'est pas une grosse perte l'ancien C3 Aircross. Parce que, et pas que à cause du moteur. Non, parce que c'était une voiture qui était lourde, qui était pas super agréable à conduire, qui consommait quand même beaucoup, d'ailleurs qui consommait plus à 80 qu'à 90, puisque la transmission avait été étudiée à l'époque pour des vitesses de 90 km/h. Je vous parle même pas, on va laisser le PureTech de côté, parce que même avec de la nouvelle huile, tout ce qu'on veut, bon, c'est un moteur qui va continuer à traîner ce boulet pendant toute sa fin de vie. Enfin, et là, il va traîner sa courroie, mais voilà. Et là, il est remplacé donc par la nouvelle génération. Il s'appelle aussi les deux PureTech. Il aurait peut-être dû changer le nom, tiens d'ailleurs. Monsieur Citroën, si vous nous écoutez, il faut changer le nom rapidement de ce moteur. Donc, il sera disponible. Alors, c'est pareil, on n'a pas beaucoup de renseignements, mais on imagine qu'il sera disponible en version 100 chevaux ou 110 chevaux purement thermique. Il sera disponible en version hybride 136 chevaux, c'est-à-dire avec une hybridation légère en 48 volts, mais qui est plus qu'une hybridation légère, parce que ça fait le job. On l'a déjà essayé sur d'autres modèles et ça marche plutôt pas mal. Et il sera disponible en électrique également. La version de base sera sans doute aux alentours de 20 000 euros. Je vous ai dit que la cible, c'est le Duster. Avec un avantage qui va être lié à Citroën désormais, c'est que Citroën se positionne comme une marque d'Access Prime, Access Price, voilà, in French, hein, vous avez compris. Hein. Et dans le texte. Mais avec l'ADN Citroën, en gros, le confort. Donc, c'est, toutes les Citroën, sans exception que j'ai essayé ces derniers temps, sont plus confortables que leurs équivalents de marque chez autre. Dans le même groupe, même chez Opel, chez Peugeot, voilà. Voilà. D'accord. Donc ça sera le cas également, c'est sûr et certain, ça sera le cas sur ce C3 Aircross. Vous ne l'avez pas lu dans la presse, mais moi je peux vous dire d'ores et déjà que c'est la qualité numéro 1, ça sera le confort. Bon, après sur le design, sur tout le reste, il y aura un grand coffre. Il y aura un coffre spécial ski. Voilà. Voilà. Pardon. Mais... ah ouais. Mais elle est belle. Alors le truc, c'est que ça va arriver en fin d'été. Donc quand vous me dites là, chez Dacia, ils attendent pour avoir le nouveau standard européen. Tiens, on fera bientôt avec quelques collègues journalistes. Je vous expliquerai la stupidité de cette nouvelle réglementation européenne qui vous incite à rouler plus vite sur la route. C'est vraiment. Alors je vous le dis tel quel. Hein. Quand vous êtes sur une route à 80, si vous êtes à 81, ça fait bip bip. Vous redescendez à 80, ça s'arrête. Vous repassez à 80 sur une route. Quand on roule, des fois, il arrive qu'on dépasse d'un kilomètre. Bip 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 bip. Mettez à 90, ça sonne une fois, puis après ça sonne plus. Oui, c'est les nouvelles. Comment on appelle ça, c'est les aides à la conduite entre guillemets, qui détectent les panneaux. Qui dit, Ben là, vous mettez 10 km/h au-dessus, ça sonne une fois, puis ensuite vous êtes peinard. Oui, Guillaume. Oui. Et est-ce que vous savez donc maintenant, à partir de maintenant, si le nouveau Aircross thermique aura une chaîne ou une courroie humide? Il aura une chaîne. Ils ont tous. Maintenant, c'est fini la courroie. Terminé la courroie. Chaîne, turbo à géométrie variable, fonctionnement, ce qu'on appelle en cycle Miller, quand il est dans les phases sous faible charge, donc consommation diminuée, fiabilité augmentée. C'est toujours très bien d'avoir un moteur pourri. Ça a été l'exemple chez Renault avec le 1 litre 2 TCE qui était vraiment une cochonnerie. Le moteur qui est arrivé après, le 1 litre 3 TCE, il marche très bien. On n'a jamais entendu de souci de fiabilité sur ce moteur. Donc là, ça sera pareil.
Donc moi je le conseille à votre pote, il attend absolument la fin de l'été pour acheter sa voiture. Et puis il promène son chien à pied, voilà, en attendant. Et il fait du jogging en attendant. Et moi j'ai vu la bouille de la nouvelle Citroën Aircross, franchement, elle est pas mal, elle est plutôt réussie. Moi j'aime bien. Mais on sent, vous avez raison, il vise la concurrence d'Oster. Exactement. On vous embrasse fort, Guillaume. Et bon week-end. Merci Guillaume, bonne semaine. Et bon week-end à vous. Allez, à suivre le retour de l'info sur Sud Radio. Et puis on va parler pneus avec les voitures, les pneus américains. On va avoir l'anniversaire d'une super bagnole. Deux anniversaires. Oui, la Mustang. Ouais, on va aller voir la Mustang sur place. Et en ce moment. La Citroën. Et la Citroën Traction. Traction, j'adore. Qui a fêté aussi ses 90 ans cette année. Et on finira avec Renault, puisqu'on a un grand invité Renault, Monsieur Le Borgne, qui est le vice-président, entre autres, et spécialiste de l'ingénierie, qui sera avec nous. On parlera aussi du Grand Prix Autotech, puisque nous sommes partenaires de ce Grand Prix. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Avec une deuxième heure qui va être consacrée entre autres à deux très très beaux anniversaires. La Traction, nous allons fêter les 90 ans, l'ami Jean-Luc. Exactement, les 90 ans de la Traction, c'était cette semaine, non ? Ouais, je me souviens très bien. Au moment, j'en parlais avec André Citroën d'ailleurs. Juste avant la création de la Traction, je vous raconterai, il y a 2-3 histoires un petit peu rigolotes. On ira aussi à Poitiers, où on attend 1300 Mustang. Ça fait un beau haras, autant de Mustang. On aura notre journalier. Et un brouhaha. Un brouhaha aussi. Ouais. Dans le brouhaha, on aura Thierry Réaubourg, qui est journaliste, qui est le monsieur Mustang de la profession des journalistes automobiles. Donc on lui demandera ce qu'il y voit, puisqu'il sera en direct sur place. Et puis surtout, en fin d'émission, on aura Gilles Le Borgne, vice-président de Renault en charge de l'ingénierie, qui est invité exceptionnel pour parler du Grand Prix ACF Autotech, qui est un partenariat Sud Radio. Qu'est-ce que c'est que le Grand Prix ACF Autotech? Eh bien, on récompense des startups qui ont les meilleures idées en matière d'automobile. Vous allez voir, il y a des choses très intéressantes. Et surtout, ça va nous éclairer sur l'avenir de l'automobile. Donc, on pourrait baptiser ça les 20 dernières minutes consacrées à la voiture du futur. C'est top. Avec les gens d'aujourd'hui, avec les têtes pensantes. Et je peux vous dire que le milieu de l'automobile bouge beaucoup. Et vous, parce que vous êtes aussi tête pensante et tête écoutante. Vous êtes très nombreux à nous écouter. Merci beaucoup. Sachez, on va le rappeler parce qu'on en est très fiers, que le mois dernier, vous avez été plus de 4,3 millions à écouter Sud Radio sur les différents supports digitaux, que ce soit YouTube, le site internet, tous les réseaux sociaux et la page Facebook également de Sud Radio où vous êtes actuellement. Il y a Jean-Pascal qui arrive qui nous dit bonjour. Il y a Kevin qui est là aussi. Il y a Sully qui est arrivé. Enfin voilà, vous êtes toujours nombreux. Allez, tout de suite, on va parler pneus parce qu'on aime bien parler de ça. Le syndicat du pneu, les spécialistes du pneu au service de votre sécurité sur la route, présente Sud Radio, on parle auto, parlons pneus, parlons bien. Et ça fait partie de la différence de On parle auto sur Sud Radio. On est la seule émission de radio qui parle pneus et qui en parle ce matin avec Pierre-Emmanuel Moutonnet, qui est dirigeant de pneucollection.com. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Bon, Pierre-Emmanuel, on vient d'évoquer l'anniversaire de la Mustang. Donc, quand on préparait cette émission, je me dis tiens, si on parlait des pneus des voitures américaines, parce qu'on sait que les voitures américaines, on a l'image de la voiture américaine de l'époque, le gros bateau avec beaucoup de chevaux, avec beaucoup de kilos également. Est-ce que les pneus des voitures américaines sont réellement différents des pneus des voitures européennes? Alors oui, il y a pas mal d'appellations assez spécifiques aux États-Unis pour les pneumatiques qui font que c'est très différent de ce qu'on connaît nous. Je pense aux pneus des voitures des années 50 qu'on connaît tous, qu'on a vu dans les films avec les gros pneus à flanc blanc, avec une appellation qui prend en compte le diamètre et la section du pneumatique, avec aussi tout ce qui est ensuite les pneumatiques sur les... on parle de la Mustang, tiens, on peut parler de la dimension de la première Mustang. C'était un pneumatique en 6,95/14. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pris de l'avance.
C'est quoi, Pierre-Emmanuel ? Le 6,95, ça détermine en fait la grosseur du boudin du pneumatique. C'est une mesure en pouces. Et le 14, ça détermine le diamètre de la jambe de la voiture. Ce qui fait que c'est un tout petit pneu par rapport à cette voiture assez puissante. Pierre-Emmanuel, dans les films américains, quand il y a des courses-poursuites, ils sont à 2 à l'heure et les pneus crissent dans les virages. Alors c'est un montage son après coup ou vraiment les grosses voitures américaines faisaient souffrir beaucoup plus les pneus que les petites voitures européennes ? Bien sûr, étant donné la puissance des moteurs, les gros V8 qu'il peut y avoir sur ces voitures avec une puissance phénoménale et un couple phénoménal, c'est clair que les pneumatiques souffraient énormément. D'accord. Bon, c'était plus facile de le faire. Bon, on va arriver à l'heure d'aujourd'hui. On a compris que, au moins sur les véhicules anciens, les pneus américains étaient différents des pneus européens. Aujourd'hui, quand j'ai une voiture américaine en France, est-ce que je peux trouver tous les pneus pour monter sur ma voiture ? Alors, il y a des cas très particuliers, et je pense que on parle de quelque chose qu'on connaît bien, Jean-Luc. Oui, une Corvette C4 avec un très très gros moteur et des pneus de Formule 1 à l'arrière. Avec des pneus tout à fait de dimension très très spécifique à cette voiture, et qu'on trouve... qu'on trouve pas chez nous. Voilà. Non, mais qu'on trouve pas. Je sens qu'il y a encore l'histoire. Vous êtes toujours en train de chercher vos pneus, c'est ça ? Non, j'ai trouvé grâce à Pierre-Emmanuel. Ok, mais vous avez mis des pneus de Formule 1 derrière. C'est pas des pneus de Formule 1, mais c'est des pneus qu'on trouve pas en Europe. D'accord. Voilà. Donc il y a des pneus qu'on trouve pas. Il faut pas me dire les choses. Il y a des pneus qu'on trouve pas en Europe, mais qu'on trouve chez Pneus Collection. Et est-ce qu'on a le droit de les monter ? Alors, on n'a pas beaucoup de solutions puisque ces pneumatiques sont vraiment spécifiques, et si on veut faire rouler la voiture, effectivement, on ne peut monter que ces pneumatiques. Ah oui. Donc il n'y a pas le marquage E. Alors certains n'ont pas le marquage E, effectivement. Ils n'ont que le marquage DOT, Department of Transport, qui est spécifique aux US, mais c'est les seuls produits qu'on trouve pour ces véhicules. Il n'y a pas de souci si on a un accident, vous avez des assurances aujourd'hui si on n'a pas des pneus européens sur le sol européen. J'allais vous dire, même au contrôle technique, en plus, un contrôleur un petit peu pointilleux, voilà, qui aurait quelque chose à me reprocher, par exemple. À vous ? Non, mais moi, je ne vais pas le voir, celui-là. Voilà. C'est clair. Thierry ? Comment ça, votre fille n'était pas majeure ? Non, l'ami Jean-Luc, pas ça, au secours. Non, Pierre-Emmanuel, pour redevenir sérieux. Je vous écoute. J'allais dire, est-ce qu'on peut avoir des soucis à la fois au contrôle technique et en cas d'accident si on a des pneus qui n'ont pas une homologation européenne ? Alors, ces voitures sont arrivées en Europe avec ce type de pneumatique. Donc, logiquement, ça ne doit pas poser problème. Ah oui, il n'y a pas eu des pneus spécifiquement installés pour que les voitures circulent en Europe. Et non, elles sont arrivées avec ce genre de pneumatique. Donc, D'accord. Il y a encore des véhicules américains qu'on a du mal à équiper aujourd'hui ? Dans l'ensemble, on arrive à équiper grâce au jeu des correspondances aussi, parce qu'on peut avoir des correspondances sur les pneumatiques des années 50 ou 60. On arrive à équiper quasiment tous les véhicules. Après, il y a des particularités. Je pense au 16 pouces et demi, qui est une taille entre le 16 pouces et le 17 pouces, qui est vraiment spécifique aux véhicules US. Et là, on n'a pas d'autre choix que de monter ces pneus bien spécifiques, qu'on trouve encore, heureusement. Ah oui. Il y a aussi des pneus américains avec des marquages qu'on n'a pas chez nous. On a souvent la marque du pneu qui est inscrite en blanc sur le côté. Ça n'existe pas sur les pneus européens. Ça, c'est les muscle cars, c'est la Mustang, c'est tous ces véhicules-là, les Camaro et tout, avec les pneus à lettrage blanc. Je pense au Firestone White d'Oval, au BF Goodrich Radialtier aussi. C'est vrai que ça apporte un petit look qui est vraiment sympathique. Est-ce que on vous demande beaucoup, Pierre-Emmanuel Moutonnet, de trouver ce genre de pneus sur Pneus Collection ? C'est vrai qu'on a une belle demande pour ce genre de produit. On a des gens qui sont passionnés jusqu'au dernier boulon, mais jusqu'au bout du pneu. Voilà, et qui recherchent le produit vraiment conforme à la voiture qui était montée à l'époque. Alors, je vais prendre mon exemple à moi. J'ai une autre Corvette que celle qu'on a évoquée tout à l'heure, une C3 de 1968. Je n'imaginais pas mettre des pneus Pirelli sur cette voiture, parce qu'on peut mettre des Pirelli. Donc, j'ai mis des pneus Goodrich avec écrit donc le Goodrich en blanc sur le côté. Pour moi, ça faisait partie du design de la voiture.
Voilà, oui, ça complète vraiment le look de la voiture. Mais du coup, Pierre-Emmanuel Moutenay, vous les sourcez aux États-Unis directement, vos pneus, vous les faites venir Oui, on importe des produits des US, toutes ces tailles bien spécifiques, ces pneus à flanc blanc, les pneus des Ford T aussi. Voilà, il y a des dimensions où on n'a pas d'autre choix que de faire venir ça des US. D'accord. Ça coûte beaucoup plus cher ces pneus-là que les pneus qu'on trouve chez nous, européens? Alors non, il y a certaines dimensions, je pense aux pneus des Ford Mustang, sont dans des prix tout à fait raisonnables, puisqu'on a des pneumatiques autour d'une centaine d'euros. Donc, c'est pas, sur les premières Mustang, c'est pas quelque chose de vraiment excessif. Et après, c'est vrai que suivant les particularités, plus la taille est rare, plus le prix va être élevé. D'accord. Bon, juste une dernière, ça n'a rien à voir, mais un pneu de traction, c'est facile à trouver, parce qu'on va parler de la traction juste après. Oui. Alors là, le pneu de traction, pour nous, en ce moment, c'est le gros de notre activité. Ah ouais. Depuis 90 ans, bien sûr. On est partenaire des 90 ans de la traction à Charade. Ça a lieu au début mai. Et là, en ce moment, les possesseurs de traction s'équipent pour partir aux 90 ans, où on attend plus de 1000 tractions. Ça va être génial. Ouais, génial. Bon, super. Merci beaucoup. Merci Pierre-Emmanuel Moutenay. Merci à vous. Vous avez un petit surnom dans la famille ? Un petit surnom? Ouais. Non, c'est souvent PE, la réduction de Pierre-Emmanuel. Ouais, mais on vous appelle pas PEM ou... Non. Sinon, quand on vous dit, c'est Pierre-Emmanuel. Oui, ça fait plus sérieux. Eh ben bon week-end à vous et merci d'être intervenu sur Sud Radio. On vous embrasse. Bon, on va savoir s'il y a plus de Mustang à Poitiers qu'il y aura de traction. Bah ouais, mais on le sait très bien déjà. On va pas le dire tout de suite, mais on va parler. Il y aura peut-être plus de traction. Bah normalement, il y a un chiffre annoncé. On fête l'anniversaire des 60 ans de la Mustang à Poitiers. On y va dans quelques instants, juste après cette pause. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h, Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et n'oubliez pas qu'avant 13h, nous avons le bonheur de recevoir Gilles Leborgne, qui est vice-président de Renault, en charge de l'ingénierie. C'est un invité vraiment exceptionnel. On va parler du Grand Prix ASF Autotech, mais pas seulement... ACF, pardon. Autotech, ASF, pourquoi je parle à ça, moi? Mais aussi de Renault en général. Mais tout de suite, on file à Poitiers, où il y a un grand événement. Il y a un suspense terrible, surtout. Les 60 ans de la Mustang. Bonjour Thierry Réaubourg. Bonjour Thierry. Bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Alors Jean-Luc, il vous a vendu tout à l'heure en disant que vous étiez le spécialiste journaliste français de la Mustang. C'est vrai. Il dort Mustang, il mange Mustang. En fait, voilà, il mange que du steak de cheval de Mustang. Voilà, c'est ça. en tartare, de préférence, voilà. Et donc vous êtes à Poitiers là. On est à Poitiers, exactement. Il fait beau, on a quelques nuages et un peu de vent, mais globalement la météo est avec nous. Et le spectacle est assez impressionnant. Bon, alors vous avez j'imagine, vous avez votre petit carnet, vous avez fait des bâtons. Il y a combien de Mustangs? Alors là, comme ça, le doigt au vent, ils en annoncent 300. Ah oui, mais sur les 3 jours, il y en aura beaucoup plus que ça. Je pense qu'on les a déjà aujourd'hui, les 1300 en tout cas. On n'a pas fait le bout des parkings et on y est depuis 9h ce matin. Déjà. On va faire 1300 on va faire un clin d'œil, Jean-Luc, à notre ami Dominique S qui s'occupe des pneus, qui est là-bas parce qu'il est passionné, qui nous a envoyé plein de photos hier. Oui, il est également sur place. Vous avez dû le croiser, Dominique Stemfel. C'est tellement grand que je pense qu'on va rater beaucoup de monde. D'accord. Alors là, je m'adresse vraiment aux spécialistes de la Mustang. Alors déjà, vous êtes venu avec quoi comme voiture? La mienne, moi je roule depuis 30 ans dans un Fastback de 1965, français d'origine, vendu neuf en France. Alors attends, on va plus loin. J'ai dit spécialiste, donc quelle finition, quelles options, etc., etc. Parce qu'on sait, c'est peut-être bien de rappeler que la Mustang, au départ, on achetait une Mustang, et puis ensuite on en faisait une voiture. On en faisait une voiture avec toute une liste d'options à rallonge. Alors en France, c'était plus restreint puisque les voitures qui étaient importées en France étaient déjà équipées spécifiquement pour le marché français. Et notamment en 65-66 en France, on a une majorité de voitures qui ont le V8. On n'a pas eu de 6 cylindres en France à l'époque. On a le V8 soit en 225 chevaux, soit en Hyperf 271 chevaux pour les premiers millésimes. On a quasi systématiquement la boîte manuelle, on a des freins à disque, on a des ponts autobloquants, on avait des autos qui étaient très bien équipées par rapport à ce que pouvaient acheter les Américains. Les Américains, oui. Qui pouvaient l'avoir en 6 cylindres avec des tambours à l'avant. Avec des tambours, une boîte 3 vitesses manuelle et rien dedans.
D'accord. Ouais. Elle est belle la fastback. Donc vous êtes venu avec votre vôtre. Alors elle est quelle couleur? Elle est champagne. Un jour, j'apprendrai à parler la France. elle est champagne. Bon, alors qu'est-ce que vous avez vu française jusqu'au bout. Ouais. Qu'est-ce que vous avez vu de joli avec quelle voiture vous aimeriez avoir pour repartir? Tiens, si Laurence vous donnait sa carte de crédit là, en vous disant allez hop. Vous avez la journée là, parce qu'il y en a tellement là. Alors est-ce qu'il y a le stand majorette? Parce qu'avec ce que j'ai sur mon compte, vous pourrez pas faire grand chose de plus qu'une majorette. Hein. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de beau? J'ai pas vu de miniature. Il y a beaucoup. Alors, il y a énormément. Il y a un gros contingent de ce qu'on appelle de moderne, c'est-à-dire entre 2005 et aujourd'hui. Je pense que tout ce que Ford France a vendu de neuf depuis 2016 est ici. D'accord. Là, j'ai les parkings devant moi, c'est à perte de vue. Vous avez toutes les couleurs, toutes les finitions, Vous envoyez des photos? Vous avez les bullets. Oui, j'enverrai. Par les ondes, je sais pas si ça passe bien. Non, mais sur nos portables, Thierry. Oui, on enverra. J'enverrai à Jean-Luc. D'accord. Et donc, on a surtout, c'était un peu ma crainte aussi d'être un petit peu trop débordé par les modernes au détriment des anciennes. Et en fait, on a vraiment un superbe taux d'anciennes. Donc, quand je dis les classiques, c'est des 64 à 73. On a à peu près 400 voitures là qui sont alignées, dont toute une rétrospective des 60 ans qui est mise en avant près de l'aréna de Poitiers, où on a 2, 3, voire 4 modèles par génération qui sont alignés comme à la parade. Donc vous pouvez retracer les 60 ans d'histoire en déambulant dans les allées de 64 à nos jours, avec à peu près tout ce que Ford nous a sorti en variante. D'accord. Même si vous n'avez pas eu le temps de tout voir, est-ce qu'il manque un truc exceptionnel? Est-ce qu'il y a... Il y a des choses exceptionnelles, il y a des Shelby jamais vues, il y a une magnifique réplique de la Bullitt 68 de Steve McQueen qui a ceci d'assez sympa, c'est qu'elle est à l'état d'épave, comme si on l'avait retrouvée là dans la grange il y a quelques temps, donc elle est un peu rouillée, un peu patinée, mais on croirait vraiment celle qui a été retrouvée, la vraie. Oui, parce qu'il y en a deux, il y en avait eu deux d'utilisées dans le film, c'est ça? Oui, tout à fait. Une qui est récupérée, qui a été vendue aux enchères il y a 3,5 millions d'euros il y a 4-5 ans, si je dis pas de bêtises, et puis la deuxième qui est en restauration qui a été retrouvée au Mexique, qui doit être aux États-Unis en cours de restauration. Bon, vu le prix que vous avez annoncé, vous oubliez ma carte de crédit, hein, les gars. Il y a moins cher. On en a parlé la semaine dernière, il y a celle du gendarme, parce que ça a bercé notre enfance, ça aussi. Il y a celle du gendarme de Saint-Tropez, qui est, vous en avez déjà, je pense... Elle était toujours rouge? Elle est toujours rouge, elle est toujours en étage d'origine, jamais restaurée. C'est une voiture de pré-série. Enfin, vous avez déjà raconté l'historique. Elle est extraordinaire cette voiture, et elle est présente. C'est une des stars de cette édition. D'accord. Et il y a aussi une nouvelle star, c'est que Ford présente la toute nouvelle 2024 Dark Horse. Qui vient d'être dévoilée et qui visiblement plaît beaucoup aux propriétaires de Dark Force moderne. Dark Force, c'est une référence un petit peu à un truc qui serait dark et un peu Vador derrière, ou pas du tout? C'est Dark Horse, le cheval. Dark avec un Horse. Ah ouais, Dark Horse. Voilà. Le cheval noir. Voilà. Ouais. D'accord. Je sais même plus, je crois que c'est 500 chevaux tout rond, si je dis pas de bêtises. Voilà. Moteur thermique Moteur thermique, voilà, pas de turbo, rien, un bon moteur atmosphérique. Un bon gros V8 qui fait un joli son. Voilà. Bon, donc ça veut dire que Ford, malgré l'incursion de la Mustang en électrique, conserve quand même les fondamentaux. Ouais. Il conserve les fondamentaux. Elle sera toujours au catalogue malgré malheureusement le malus 60 000 euros, plus le malus au poids cette année. Donc ça va nous faire un malus qui est quasiment au prix de la voiture, parce que je crois qu'il affiche autour de 75 000 euros. C'est super. En tout cas, merci de nous avoir fait le guide. Merci Thierry, on attend les photos pour choisir la voiture que Laurence va vous acheter, et puis elle va m'acheter du même coup, on en prendra deux. Voilà, parce qu'on aura un prix. Thierry, on attend les photos tout de suite. Je les envoie. Vous êtes un amour. Thierry Réaubourg, journaliste et spécialiste Ford Mustang, vous le savez en tout cas, et qui nous a fait vivre une partie de ce grand rendez-vous de Poitiers. À 12h23, si vous nous rejoignez, on est ravis de vous accueillir sur Sud Radio. On parle auto avec vous. Dans quelques instants, un autre anniversaire, les 90 ans de la Citroën Traction, avant de recevoir Gilles Leborgne, qui est vice-président de Renault, en charge de l'ingénierie, qui sera notre invité spécial avant 13h. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicules, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, Classic Cars.
Il s'appelait Marcel, il était né en 1912 et la première image que j'ai de mon grand-père au volant d'une voiture, c'était avec sa Citroën Traction. Merci d'avoir choisi ce sujet, l'ami Jean-Luc. C'est voilà un petit peu côté... Cette semaine, c'était l'anniversaire de la traction. Il y a plein de gens qu'on connaît qui vont rouler en traction. Bah, tiens, non mais franchement, ça m'a touché, quoi. Voilà, le fameux François A de Paris qui est né en même temps que la traction fera le tour auto la semaine prochaine. Il a donc avec 90 une traction. ans. Eh oui, il les fait pas. Hein. Bonjour Denis Huil. Denis Huil, beaucoup plus jeune. Du conservatoire Citroën. Bonjour Denis. Donc 90 ans de la traction, une voiture mythique dans le paysage automobile français. Et dans l'histoire de France. Oui. Dans l'histoire tout court. Oui, tout à fait. Et ça, c'est grâce à un homme, c'est grâce à André Citroën, qui a fondé la marque en 1919 et sa dernière voiture qu'il va lancer, c'est la traction avant, effectivement, le 18 avril 1934, à Paris, devant la presse. Ouais, dû à l'ingénieur André Lefebvre, qui signera d'autres voitures après, au designer Flaminio Bertoni, qui signera également d'autres voitures après. Un coup de génie, hein, la voiture. Alors, on m'a posé la question avant de rentrer en studio. Son vrai nom, c'est la traction ? Non, au départ, elle est née, elle s'appelait la 7. D'accord. Comme c'est la 7, et puis il y a eu le modèle 11, 15, mais c'est vrai qu'on l'a appelée la traction parce que c'est la première voiture traction avant produite en grande série en Europe. Et de ce fait, le nom est devenu la traction, on dit la traction avant. Tous les collectionneurs parlent de la traction, c'est clair. Et cette voiture, elle avait vraiment beaucoup d'avance à l'époque. Et pour moi, c'est un marqueur de l'automobile européenne, voire mondiale, parce que elle a démocratisé la traction avant. Et on sait très bien, Jean-Luc, vous le savez, c'est une voiture qui est plus facile à conduire pour monsieur et madame tout le monde. Elle corrige les petites erreurs, elle autorise les petites erreurs, je dirais. Et cette voiture, elle va apporter bien sûr les roues avant motrices, une caisse monocoque sans châssis tout en acier et des freins à commande hydraulique, ce qui va en faire une voiture très efficace sur la route parce qu'elle est aussi aérodynamique avec un centre de gravité plus bas. Et par rapport à ce qui se faisait à l'époque, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire que les autres constructeurs, ils faisaient presque, je dirais, des petits camions, alors que là, c'est une vraie voiture agile sur la route. Ce qu'on disait d'ailleurs, c'est que pour rattraper une traction sur la route, il fallait une traction. Et juste, tous ceux qui sont sur Facebook voient des images que vous avez sélectionnées, l'ami Jean-Luc, qui sont absolument magnifiques, que vous retrouverez sur le replay sur le site internet de Sud Radio. Il y a tous les modèles. Alors, il y a eu la traction initiale. Ouais. D'ailleurs, au moment où la traction est sortie, Citroën a failli disparaître. C'est ça le paradoxe. Et oui, tout à fait. André Citroën ne verra pas le succès de la traction parce qu'il a lancé le 18 avril 1934 et puis la société est reprise fin 34, début 35 par Michelin et André Citroën décède en juillet 35. Et le vrai succès de la traction, il va arriver grâce à l'action de Michelin qui a repris la société début 35. Il va arriver qu'à partir des années 36-37 parce que la voiture a été lancée un petit peu vite. Elle n'est pas complètement fiable, mais Michelin et toutes les équipes vont y travailler, toutes les équipes Citroën pour la rendre fiable et j'allais dire très efficace et puis qui va lui permettre d'avoir une belle carrière jusqu'en 1957. Ouais, il y a eu plusieurs versions. On a des images là pour ceux qui ont la chance de nous suivre sur Sud Radio, la page Facebook, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Plus tard, il y a eu des versions. Il y a eu cabriolet commercial, familial. Il y a eu le faux cabriolet. Il y a eu plein de versions. Puis on parlait tout à l'heure de la 7, mais après il y a eu la 7A, la 7B, la 11, la 15. Combien de versions au total, on le sait? Alors, il y a eu effectivement 7A, B et C et S, et puis il y a eu les 11 légères, 11 normales, et différentes carrosseries, la 15 aussi, et puis de façon éphémère la 22, malheureusement, qui n'a jamais été produite. Ça, on va en parler après, mais pour revenir, qu'est-ce qui différencie une 758 948 tractions exactement construites, et il y a eu à peu près 80 000 7, plus de 500 000 11 et 50 015. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est 7, 11, 15, ça définissait la motorisation. Ça définirait... Oui, normalement, c'était les chevaux fiscaux à l'époque, mais la vraie 7, c'est que la première, après, on a laissé le nom de 7, mais elle était un petit peu plus en puissance. Mais oui, c'était des petits moteurs qui ont commencé 4 cylindres à 32 chevaux jusqu'à 77 chevaux pour la 15-6, moteur 6 cylindres en ligne. Alors, c'est pas des grosses puissances, mais c'est des moteurs qui avaient pas mal de couple, et c'est vrai que les voitures n'avaient pas les accélérations qu'on peut connaître aujourd'hui. Ouais, puis il y a le serpent de mer qu'on cherche toujours, parce qu'il y a eu quelques modèles de produits avec un V8,
qui ont été exposés d'ailleurs au salon. C'est le salon de Paris, hein, c'est ça Oui, au salon de Paris en octobre 34. André Citroën, il voulait créer une voiture populaire avec la 7, mais il voulait toute une gamme jusqu'à la fameuse 22 moteur V8. En fait, c'est 2 moteurs de 11 accouplés. Donc la voiture a été présentée au salon de Paris 34 en différentes carrosseries, que ça soit berline, coupé ou cabriolet. Mais avec la crise qu'il y avait au sein de Citroën et la reprise par Michelin, des choix ont été faits. Le modèle n'a jamais été produit malheureusement. Alors tous les collectionneurs l'ont cherché, la cherchent encore, mais d'après les archives qu'on peut avoir au sein de la marque Citroën, Michelin avait ordonné le démontage des voitures et la transformation de ces 22 en 11, ce qui fait qu'il reste que quelques pièces, et si effectivement elle existait encore, on l'aurait déjà vu depuis un moment. D'accord. Bon, on peut toujours espérer. Oui, les trésors, on a besoin de courir après, c'est ce qui nous fait avancer aussi. Pour les collectionneurs, c'est toujours le Graal, chercher la 22. Il y a eu des répliques de fabriqués de la 22 d'ailleurs? Oui, il y a des collectionneurs, notamment un Hollandais qui en a fabriqué une, qu'on a déjà vu sur pas mal d'événements, avec un moteur V8 Ford, puisque les premières 22 ont été testées avec des V8 Ford. Voilà. D'accord. Et ça faisait le lien avec André Citroën avec Henry Ford, puisqu'il avait rencontré beaucoup au début du XXe siècle pour s'inspirer de ces méthodes et les appliquer en Europe avec la marque Citroën. Denis, qu'est-ce qu'il y a comme événement de prévu pour fêter les 90 ans de l'attraction? Parce qu'on avait vu déjà sur le centenaire de Citroën, il y avait un nombre absolument hallucinant de voitures, dont beaucoup, une majorité de traction. Là, j'imagine que c'est pareil. Ça va être pareil. Oui, alors il y a tout au long de l'année déjà sur différents salons nationaux, internationaux, régionaux, il y a les collectionneurs et parfois la marque qui présente des tractions, mais surtout l'événement phare, c'est celui initié par l'attraction universelle. C'est un club qui a été créé de fans de l'attraction, qui a été créé en 1968. 1600 membres à travers la France, l'Europe, voire d'autres pays du monde, qui organise un événement sur le circuit de Charade du 9 au 11 mai, avec notamment un petit clin d'œil aussi et l'aide de la manufacture de pneus Michelin, parce que c'était à ce moment-là que l'attraction a pris tout son essor avec Michelin. Et il y a plus de 1000 tractions inscrites. Donc c'est quand même magnifique. Ouais. Il y a déjà eu régulièrement des événements avec l'attraction pour les 80 ans, les 75 ans ou les 50 ans d'attraction, mais là c'est vraiment symbolique. 90 ans, il y aura la présence aussi de petits-enfants d'André Citroën, Henri Jacques notamment, qui sera présent. Et c'est un événement les 9 et 10 mai qui est réservé aux collectionneurs, mais par contre le samedi 11 mai, le site sera ouvert gratuitement au public de 9h30 à 17h30 sur le circuit de Charade, et vous pourrez voir plein d'animations, des scénettes qui remettront en action l'attraction, notamment l'attraction d'Yvette Horner lors du Tour de France cycliste, un concours d'élégance, une grande parade, des conférences sur l'histoire de Citroën et de l'attraction, donc et aussi des baptêmes en traction avance qu'on proposait au public toute la journée sur ce circuit qui est un circuit aussi mythique, magnifique, très joli, vallonné et tout, c'est super. Du côté de l'Auvergne, pour ceux qui ne repèrent pas Charade. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup Denis Will. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre émission. Ah ouais, mais vraiment, puis vous êtes le bienvenu quand vous avez envie et besoin. Et merci de m'avoir fait revivre ces moments de l'enfance où je voyais mon papy avec sa vieille traction. C'était vraiment génial parce qu'il l'a gardé longtemps. Allez, à suivre, on va passer de Citroën à Renault, puisque nous allons accueillir monsieur Gilles Le Borgne, qui est vice-président de Renault en charge de l'ingénierie. Et c'est un invité qui va nous permettre aussi d'en savoir un petit peu plus sur le fameux Grand Prix ACF Autotech, je ne dis pas de bêtises, dont Sud Radio est partenaire. Bosch Car Service, entretien et réparation multimarque pour tout type de véhicule, y compris les hybrides et les électriques. Rendez-vous dans l'un de nos 15 000 garages Bosch Car Service dans le monde. BoschCarService.fr présente. Sud Radio, on parle auto, 11h-13h. Jean-Luc Moreau, Laurence Perron. Et voilà, ce sont les aléas du direct. Depuis le début de cette émission, on va partager avec vous ce qui nous arrive. Ça sert strictement à rien de se la jouer à l'envers. Nous vous avons annoncé la présence de monsieur Gilles Le Borgne, qui est vice-président de Renault, qu'on cherche à joindre. Et il ne répond pas. Alors monsieur Le Borgne, ou son entourage personnel, si vous nous écoutez, notre ami Aude, qui est au standard de Sud Radio, n'arrête pas de vous appeler. Je vous ai envoyé des SMS. S'il vous plaît, faites-nous un petit signe que l'on vous appelle. Nous avions
normalement prévu de l'avoir. Oui, on va parler du Grand Prix Autotech, voilà. déjà. Alors, qu'est-ce que le Grand Prix Autotech ? Le Grand Prix Autotech, ACF Autotech, Automobile Club de France. Exactement, dont Sud Radio est partenaire. C'est un Grand Prix qui récompense les startups les plus innovantes du monde de l'automobile. Alors cette année, il y a 6 finalistes. En fait, il y a 2 prix. Il y a le Grand Prix ACF Autotech et il y a le prix Pionnier ACF. Alors, avant que tu ne continues l'explication, permets-moi de faire un appel à la France entière, au monde de l'automobile. Vous qui nous écoutez sur Sud Radio, profitez de cette opportunité puisque nous allons avoir plus de temps que prévu. Appelez-nous tout de suite au 0826 300 300 si vous avez une question à poser à l'ami Jean-Luc. Échangez un avis avec lui. Le standard est ouvert exceptionnellement pour vous. Allez-y, on vous attend. Revenons sur tes prix Autotech. Excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Exactement. Alors les prix Autotech vont récompenser des... Alors c'est même au-delà de la start-up parce que beaucoup sont un petit peu plus loin et cherchent des solutions novatrices pour l'automobile. Alors sur le Grand Prix Autotech, il y a 3 startups qui sont en lice. Il y a Génomine, je vous explique après ce qu'ils font. Il y a Silib et il y a Stellar Communication. Génomine, vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle de voiture électrique ou même quand on parle de voiture électrifiée, on ne va pas aller jusqu'à la voiture électrique, ce qui pose problème à beaucoup de gens, c'est de dire ok, vous êtes gentil, on va faire des batteries, mais les batteries, on va les faire avec des métaux qu'on ne trouve pas forcément chez nous et dont l'extraction est très polluante. Et bien cette société Génomine a mis au point, qui est une société française, a mis au point une méthode qui permettra d'extraire du nickel de plantes. Je vous explique comment ça fonctionne. On a des terrains avec des concentrations de métaux qui peuvent être plus importantes d'un endroit à un autre. Si par exemple dans votre paysage vous avez la terre est rouge, ça veut dire qu'il y a de l'oxyde de fer dedans. Et bien là, on va chercher des terrains qui peuvent être d'anciennes exploitations minières où on a extrait du minerai, mais il reste quand même un peu de nickel, parce que là on cherche du nickel. On a besoin dans les batteries, tiens, je vous reviens un petit peu en arrière, la dernière techno des batteries, nickel, manganèse, cobalt, donc nickel, on a besoin de nickel dedans. Donc là, on va chercher des terrains riches en nickel et on va faire pousser des plantes qui vont absorber le nickel du sol et ensuite on va récupérer ces plantes pour en extraire le nickel et on va pas extraire que le nickel, on va garder la plante pour faire par exemple du biocarburant, etc., etc. Donc c'est vraiment des méthodes très novatrices, ça permet à la fois d'exploiter une ressource qui n'avait pas été exploitée totalement et surtout de produire du nickel de façon écologique, ce qui n'est pas forcément le cas des mines qui se situent en Chine, même si c'est pas la Chine le premier producteur de nickel. Voilà, ça c'est la première start-up qui pourra peut-être gagner ce fameux Grand Prix, puisque les Grands Prix, ça sera mercredi soir. Ensuite, on a une autre société qui s'appelle Silib, qui est en Allemagne, près de Aix-la-Chapelle, qui transforme les batteries en fin de vie en produits recyclés. Aujourd'hui, ben voilà, on sait aujourd'hui que dans le process, dans la durée de vie d'une batterie, il y a la fabrication, on a vu. Je dirais que c'est presque la continuité de la start-up d'avant, qui permet d'extraire des métaux du sol de façon plus écologique. Alors, économique, on ne sait pas, parce que c'est évidemment, il faudra développer à plus grande échelle, ce que permettrait d'ailleurs le Grand Prix ACF, puisque la société, la start-up qui va être récompensée, aura à la fois parce que le jury est un jury d'éminentes personnalités du monde automobile, donc ils auront d'un coup un coup de projecteur absolument incroyable et ça leur permettra de développer certainement ce qu'on appelle un démonstrateur derrière et on saura quel prix ça coûte. Là, sur les sociétés la société Silib qui va recycler les batteries derrière, c'est une nouvelle méthode de recyclage aussi. Aujourd'hui, on sait recycler à peu près à 90% une batterie de voiture électrique. Une batterie de voiture électrique, ça a plusieurs vies. Ça a une première vie dans un véhicule électrique, ça a souvent ce qu'on appelle une deuxième vie à poste fixe. En clair,
On sait que les éoliennes et les panneaux solaires, ça marche. C'est pas nous qui choisissons. Hein, c'est quand il y a du vent ou quand il y a du soleil. Parfois, comme en ce moment, c'est le paradoxe. On a trop d'électricité. On est obligé de débrancher des centrales nucléaires du réseau, puisque le réseau doit être équilibré. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. On doit injecter autant d'électricité qu'on en consomme à l'autre bout. Alors, quand on dit on arrête des centrales nucléaires, on n'arrête pas une centrale nucléaire. On la débranche du réseau. Si on pouvait arrêter une centrale nucléaire en appuyant sur un bouton, il n'y aurait pas eu de catastrophe à Fukushima, il n'y aurait pas eu de catastrophe à Tchernobyl. Donc on débranche les centrales du réseau, elles chauffent les petits oiseaux pour arriver à équilibrer. Donc si on pouvait stocker cette énergie électrique dans des batteries, ça serait très bien. Et c'est là les batteries, c'est la deuxième vie des batteries des voitures électriques. Et la troisième vie des batteries des voitures électriques, c'est le démontage et c'est le recyclage. Et ça, on est au début, en fait, du recyclage de ces batteries. Et il y a une nouvelle technologie que développe cette start-up. Qui permettra qui permettra de mieux à la fois identifier les métaux qu'on récupère et de mieux les récupérer. Et puis il y a une autre start-up qui va fonctionner, c'est l'Internet sur la route. Exactement. Stellar Communication. Aujourd'hui, vous savez que la majorité et bientôt la réglementation européenne, là, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, qui arrive en juillet, imposera aux voitures d'être communicantes. C'est-à-dire vous aurez un système d'alerte qui alertera les secours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la voiture, elle aura une puce comme vous avez dans votre téléphone, tout simplement pour être reliée au réseau. Toutes les voitures vont être communicantes. Tout l'intérêt de ce système de communication, c'est que les voitures communiquent entre elles, communiquent avec le réseau. En fait, on est en train de mettre en place un système là, en l'occurrence, ça va communiquer à 100%, pas que en 3G, 4G ou 5G, ça va communiquer aussi avec le réseau satellite, en fait, ce système de communication agrège tous les modes de communication possibles. C'est-à-dire que votre voiture ne sera jamais déconnectée d'un réseau de communication, ce qui lui permettra d'échanger des informations avec tous les véhicules qui sont autour, d'échanger des informations avec le constructeur, d'échanger des informations avec tout le monde. Hein. Vous aurez une voiture, vous appuierez sur votre téléphone, vous saurez où est votre voiture, à quelle vitesse elle roule. Ça va être le nouveau réseau de rencontres. Vous saurez si la voiture roule sur une route avec de la pluie. En tout cas, voilà. Et quel que soit l'endroit où vous êtes, parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est qu'il y a des zones blanches. Il n'y aura pas de zones blanches, c'est ça. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va en rester là, puisqu'effectivement, c'est assez technique tout ça, mais on a vu qu'il y a les grands prix SCF, ce sera soit Génomine, qui va transformer les plantes en matière nickel, en substitut, etc., soit Silib, qui va transformer les batteries en fin de vie en produits recyclés, soit Stellar Télécommunications, qui est français aussi, soit à Bordeaux, qui va vraiment permettre à toutes les voitures d'être ensemble, l'Internet parfait sur toutes les routes. Et puis, il y aura après d'autres prix, etc., mais on va pas rentrer dans les détails parce que ça peut être assez ça va être un peu technique. Oui, vous avez exactement compris ce que je voulais vous dire, mon ami Jean-Luc. On se connaît bien maintenant. En tout cas, voilà, ce sera ce jeudi soir prochain. Exactement. Le 25. À la CF2, au grand. Et ce qui aurait été intéressant, c'est de savoir justement pour Renault laquelle de ces technologies était la plus intéressante et est-ce qu'on l'aura dans les voitures. J'espère simplement qu'il ne va rien arriver de grave. Voilà, exactement. Et on vous tiendra au courant. On essaye quand même de joindre Monsieur Le Borgne avant la fin de l'émission. Notre amie Aude s'y attelle avec ses bras de pieuvre, elle est dans tous les sens. En attendant, on va faire un petit jingle, si tu veux bien, on parle auto, histoire de faire un peu de radio là. Et puis on va accueillir quelqu'un qui a plein de questions à vous poser, l'ami Jean-Luc. Les gens vous adorent, on en profite. Sud Radio, on parle auto. Et c'est Chris que nous accueillons au 0826 300 300. Bonjour Chris. Bonjour Chris. Oui, bonjour Laurence, bonjour Jean-Luc. Merci pour votre expertise et votre humour. Tiens, pour l'humour, c'est un rapport avec les pneus américains, Chris ? Parce que les pneus américains, Chris. Au secours. Vous êtes de Bourgogne ? Oui, tout à fait, près de Sens. Alors, vous avez plein de questions à poser, je crois. Vous voulez acheter une voiture, un fourgon Voilà, oui. Je voudrais acheter un fourgon neuf pour les loisirs, malheureusement en diesel, parce que les fourgons n'existent qu'en diesel. De toute façon, il vaut mieux acheter un fourgon diesel. Hein. D'accord. Vous savez quoi
Je trouve que, alors on fait un faux procès au diesel. Ah, je vous aime. Voilà, on fait un faux procès au diesel parce que cet homme. Non, il fallait pas bannir le diesel. Fallait bannir le diesel des villes. Ça, on est d'accord. Le diesel a pas été conçu pour de la circulation en agglomération où il va s'encrasser, où il va pas chauffer, où il va polluer, etc. Par contre, pour les grands trajets ou pour les gros véhicules, le diesel est parfaitement adapté. On sait le dépolluer correctement dans ces cas de figure. Il y en a d'autres où on sait pas, mais dans ces cas de figure, on sait le faire. Et franchement, un gros véhicule, sauf à habiter aux États-Unis où le carburant coûte rien et on met encore des gros V8 dans des camionnettes comme ça qui consomment comme des vaches mortes. Est-ce qu'une vache morte ça consomme? Non, c'est lourd, mais ça consomme pas. Tiens, voilà. C'est vrai que ça consomme moins quand c'est mort. Mais non, vous êtes en roue libre là. Non, mais ça a du sens de vouloir un diesel pour un véhicule un peu plus imposant, un peu plus lourd, qui va faire par définition des longs trajets. Est-ce que vous aviez, vous, Chris, qu'est-ce que vous avez envie de... En fait, j'ai éliminé le Fiat, le nouveau Fiat, parce qu'il n'a plus de jauge manuelle, c'est juste une jauge électronique. Et donc il reste... vous êtes comme ça, vous? Mais pourquoi donc? Parce qu'on ne peut plus vérifier le niveau d'huile sur les véhicules modernes. Et c'est vrai que je suis d'accord avec Chris. Je trouve que c'est idiot. Mais bon. Et donc il reste soit le Citroën Peugeot en 2 litres 2 ou le Renault Master 2 litres 3 DCI. Et concernant le Master, il existe en boîte auto ou en boîte manuelle. J'allais vous dire, je prendrais le Master en boîte auto, parce que quand on a goûté à de la boîte auto, on n'a plus envie de revenir à une boîte mécanique. D'accord. Et il n'a pas de panne récurrente? Non, alors le 2 litres 3 est un moteur qui est, on va dire, d'ancienne génération avec des grosses guillemets, ça reste un moteur récent, mais c'est des moteurs qui ont été bâtis sur la base du 2 litres à l'époque, qui avait été fait par le monsieur qui faisait les V10 de Formule 1. Je vous raconte un petit peu sa vie. Très court, c'est Renault là, on parle d'un Renault là. Oui, on parle de Renault. Attendez, il y a monsieur Le Borgne qui arrive, là, on l'a retrouvé. Bonjour monsieur Le Borgne. Bonjour, je n'étais pas perdu, petit problème technique, mais je n'étais pas perdu. Non mais nous étions plus inquiets parce qu'on connaît votre ponctualité, et quand vous nous dites oui, jamais vous nous... Voilà, et là on s'est dit mince, pourvu qu'il lui soit rien arrivé. Alors on finit quand même avec Chris qui cherchait à acheter un fourgon, et après on revient vers vous. Pour la petite histoire, Chris, le monsieur qui avait fait au départ les DCI qui étaient de plus de 2 litres, c'est celui qui avait fait... Alors Gilles Le Borgne va me corriger si je dis des bêtises, mais j'en avais parlé avec le concepteur de ces moteurs dans l'avion en retour d'essai presse Renault. C'était le concepteur du V10 de Formule 1 et on lui avait donné un cahier des charges et il dit non, moi je fais comme ça, si je fais un moteur diesel, je ferai un moteur diesel costaud. Et donc les diesels issus de celui-là, parce que c'est une évolution, sont très solides. Donc du coup, il peut y aller sur celui-là. Et puis en plus, c'est une vraie boîte auto. C'est une vraie boîte auto. Bon, voilà, Chris. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci de rien, avec bonheur. Bon, on vous embrasse et on vous souhaite un bon week-end en Bourgogne. Vous nous rappellerez pour toutes les autres questions. Voilà. On vous prendra. À bientôt, Chris. Bon, en tout cas, on a retrouvé monsieur Le Borgne. Je vous rappelle notre invité. Alors, il nous reste malheureusement plus que 4 minutes 30, mais on va quand même bien les utiliser. Vous êtes vice-président de Renault en charge de l'ingénierie. Vous êtes invité exceptionnel pour parler du Grand Prix ASCF. On en a parlé un petit peu tous les deux avec Jean-Luc. Jean-Luc nous a déjà expliqué. J'ai expliqué ce que faisait Génomine, Silib et Stellar Communication. Donc, ils sont en lice pour le Grand Prix ACF Autotech. Alors pour vous, ces startups, est-ce que ça peut apporter quelque chose à un constructeur comme Renault, justement? Est-ce que c'est une pépinière? Est-ce que ça va changer les choses pour nous après? Monsieur Le Borgne? Ah non, c'est pas vrai. On a un vrai souci. Alors je pense qu'on a un vrai souci, mais c'est pas grave. En fait, la question est plus qu'intelligente, comme toi, mon ami Jean-Luc, c'est que il faudrait qu'il fasse appel à Stellar Communication pour être en communication. Non, mais en fait, tout ce qui se passe dans le monde de la voiture. D'abord, je voudrais savoir, toi, tu le sais bien, ce qu'est ce Grand Prix ACF. Qui c'est qui l'a créé au départ? C'est vraiment pour le monde professionnel de l'automobile, en fait. Oui. Alors, au départ, il y a l'Automobile Club de France, et puis il y a eu une grande école aussi. Ils ont décidé de se mettre ensemble pour promouvoir toutes ces startups. Il y a aujourd'hui, alors dans le monde de l'automobile, qui est, je sais pas combien ça représente, plus d'1 million d'emplois en France. Dans le monde de l'automobile, il y a un paquet de startups. Toutes ces idées innovantes sont pas forcément issues des grands groupes automobiles qui, eux, sont le nez dans le guidon pour concevoir des voitures. On l'a retrouvé. Mais je sais pas ce qui se passe, ça n'arrête pas de couper. Alors je sais pas ce qui se passe. Non, ben voilà, ça fait partie des mystères. Oui, rapidement. J'étais en train de répondre. J'étais en train de répondre à votre question. C'est très important pour nous. On a une démarche qu'on appelle Open Innovation en bon français. On a des équipes
prototypes qui sont en Corée, au Brésil, en Roumanie, en Chine, en Israël, bien sûr, et aussi en France. Et donc, c'est un aspect extrêmement important. On consacre environ 11 millions d'euros par an. Wow. On évalue 300 startups, on en retient 100 qu'on évalue complètement. Et évidemment, le Grand Prix ACF fait partie de ce dispositif. Voilà, dans les 3 que j'ai cités pour le Grand Prix ACF, là, Génomine, donc qui va faire pousser des plantes dont on va récupérer le nickel, Silib qui transforme les batteries en fin de vie, et puis Stellar Communication qui permettrait d'être en communication quel que soit l'endroit du monde où on est. D'ailleurs, ça serait bien que vous puissiez faire appel à eux. Pour vous, les 3 auraient du sens pour Renault, à quel titre ? Oui, les 3 auraient du sens. Ben, vous l'avez vu, en fait, dans les 6 finalistes, puisqu'on aura 6 finalistes, il y en a qui permettent de diagnostiquer les batteries, qui permettent de changer le monde des semi-conducteurs, avec notamment l'utilisation du diamant. Il y a tout ce qui est également remplacé dans les piles à combustible nickel par l'hydrogène. J'ai pas envie de donner mon pronostic, puisqu'en fait, le jury va se prononcer mercredi prochaine. Alors, j'ai mon avis, je vais pas vous le donner, parce que je préfère en débattre avec mes collègues, mais clairement, on a un très bon niveau cette année. Monsieur Le Borgne, juste parce que malheureusement, il nous reste à peine 1 minute, ça va aller trop vite. Toutes ces startups dans l'histoire de Renault ont enrichi la recherche également de la firme, j'imagine. Eh bien, tout à fait. On a aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a environ une dizaine de sujets. Alors, c'est des moteurs électriques à flux axial, ce sont de l'intelligence artificielle pour l'optimisation de pièces englouties, c'est des réservoirs hydrogène un peu particuliers qui viennent de ce scouting, de cette recherche, et qui vont bientôt être intégrés sur nos voitures. Gilles Le Borgne, ce que je vais vous proposer, c'est de venir une demi-heure avec nous en studio. Super idée. Il n'y a aucun problème. J'atterris, je viens de Chine, c'est pour ça que je suis un peu bousculé, je viens d'atterrir ce matin, mais avec grand plaisir. La porte est ouverte, c'est vous qui choisirez la date, comme ça on est sûr que ça. Voilà. On vous laisse vous remettre du décalage horaire. Attention, au samedi du mois de mai, ça va être compliqué. Et puis de toute façon, on se revoit mercredi soir pour les Grands Prix. Et puis on compte sur vous, Monsieur Le Borgne. Merci Jean-Luc, merci Laurence et à très bientôt. Alors. À très bientôt, en studio et en direct pour être avec nous. On parlera parce qu'il y a plein de questions sur la page Facebook de Sud Radio pour Monsieur Le Borgne. Voilà, donc on l'aura avec nous. L'ami Jean-Luc, à samedi prochain. Oui. Vous faites un énorme câlin à votre maman de ma part, très gros. Et puis nous, on vous fait à tous un énorme câlin et on vous dit à samedi prochain pour d'autres aventures dont parle Auto.